faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra qui va donc clore cette saison NBA 2025 avec du coup cette victoire du Thunder d'Oklahoma City lors du Game 7, un Game 7 forcément historique. Victoire 103-91, voilà le premier titre pour le Thunder. Je suis, pour en parler aujourd'hui, accompagné de Chris Singleton et Nicolas Sarnak. Hello everybody. Salut Chris, salut Baptiste. Petite nuit encore pour vous avez fêté cette victoire peut-être? Fêté non, c'est juste fermer les yeux pendant 2 heures et puis voilà, c'est parti. Non, on n'a pas fêté, mais c'est vrai que le Thunder, moi, c'est une franchise que j'ai toujours pas mal suivie depuis que j'ai commencé à suivre l'NBA, si tu veux, au milieu des années 2000. C'est la création, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'affect pour le duo Russell Westbrook-Kevin Durant à l'époque. Ça n'a jamais été au bout. Et là, c'est avec une équipe bien différente qui sont champions. Mais, on a tendance à oublier qu'il y avait Harden, Ibaka. Et oui, Perkins. Kendrick Perkins. Non, c'est une équipe qui a fait beaucoup de chemin. Et c'est vrai que les héros du passé ne sont pas ceux du présent. Il aura fallu attendre 13 ans, du coup c'était 2012 pour que enfin le Thunder revienne en finale et remporte son premier titre. On va revenir déjà un petit peu sur ce match. C'est resté assez serré la première mi-temps. Indiana nous a fait croire encore que c'était encore possible. Et puis il y a eu cette fin de troisième quart-temps, début de quatrième, où Indiana n'a pas marqué pendant presque 6 minutes. L'écart est monté à plus 22 points. Bon, finalement, après la fin du match, c'est resserré un petit peu. Chris, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce scénario qui est finalement un peu logique Les fans de OKC, le premier mi-temps, à mon avis, ils étaient inquiets. Un peu stressés. On n'a pas vu la meilleure version de OKC. Et puis on se demandait dans cette finale où était la régularité. Où était cette équipe qui a gagné 68 matchs, meilleure défense de l'NBA, et puis on se retrouve à la mi-temps à -1. Il y a la blessure de Haliburton. Évidemment, on va revenir qui jette un froid. Dès le premier quart-temps. Donc on se dit, ils vont se mobiliser, ils vont, parce que Indiana a cette qualité-là, c'est de pouvoir se mobiliser. Donc, oui, mais le deuxième mi-temps, on a vu la meilleure version de OKC. La défense, contre-attaque. Même si Shea ne fait pas un grand match, il met 30 points et il met surtout un shoot à 3 points dagger-esque. Ah, il l'a cherché, son dagger. D'ailleurs, il a tiré plusieurs fois à 3 points avant de le mettre. On a vu TJ McConnell qui a essayé de porter les siens, de sauver le radeau avant qu'il coule avec 12 points, je crois, d'affilée. Tu y as cru un moment, Nico, peut-être une remontée des Pacers L'écart était déjà fait en fait à ce moment-là. Tu avais surtout l'impression que c'était c'était l'énergie du désespoir pour McConnell, parce que c'est une période où Siakam n'est pas sur le terrain. Moi, j'ai pas compris pourquoi il est resté aussi longtemps sur le banc alors que les Pacers étaient en train de... Oui, mais tu avais besoin de points et on peut pas dire qu'Obi Toppin, par exemple, faisait le match de sa vie. Donc j'étais quand même un peu étonné de pas voir Siakam aussi longtemps sur le banc. Et ouais, quand tu as besoin d'absolument des points de McConnell pour gagner un match 7, c'est qu'il te manque aussi quand même pas mal de choses. Moi, j'ai eu un peu peur quand même pour le Thunder sur la première mi-temps, parce que Indiana avait beaucoup d'adresses à 3 points. Et dans ces matchs-là, on sait que c'est généralement ceux-là qu'Indiana arrive à gagner. Je pense que du côté du public, même après la blessure, jusqu'à la mi-temps, on a quand même senti que que ça allait être très compliqué. Et en fait, on parle des pertes de balles des Pacers. Moi, j'ai plus, on va dire que c'est des ballons récupérés fait par Oklahoma City, parce que McConnell il perd pas les ballons facilement, c'est juste qu'il y a une pression sur lui qui est mise par Cason Wallace, par Caruso.
que en fait, il perd 2 ou 3 ballons d'affilée à Mama McConnell. Donc il a aussi ces moments de faiblesse qui font que Indiana a pas du tout pu suivre Chris le rythme du Thunder sur le 3e quart-temps. Et c'est là que Tyrese Haliburton, comme tu le disais, a manqué sûrement dans la façon de porter la balle et de distribuer aussi. Oui, peut-être. Parce qu'une des facteurs clés, c'était fallait pas que Indiana perde beaucoup le ballon. Oui. Et il fallait qu'ils ont de l'adresse. Il fallait pas que OKC en a. Donc, le scénario de première mi-temps, c'est exactement ça. C'est le 3e carton qui est fatal, qui permet à OKC de reprendre la direction du match avec leurs atouts en avant. Et puis, ils n'ont pas eu des solutions. Mathurin a essayé, TJ McConnell a essayé, mais on voyait que c'était furtif. C'était pas, comme d'habitude, domination comme d'habitude en attaque. Et puis ils ont lâché défensivement. Pour sortir un petit peu de ce scénario et prendre un peu plus d'auteur sur ce titre, donc c'est la 84e victoire de la saison du Thunder. Ils en avaient déjà donc amassé 68 dans la saison régulière. Je crois que c'est le 3e plus haut total de l'histoire de la NBA. Finalement, c'est un titre assez logique, messieurs, quand on regarde la saison régulière et même les playoffs, un peu à la Boston, finalement. C'est les Pacers qui ont foutu la bordel. Ah bah, ça c'est sûr. À l'Est, mettre le doute dans nos têtes. Mine de rien, le Thunder, c'est quand même c'est un champion qui a besoin de gagner 2 fois un match 7 pour remporter le titre. Contre Denver aussi. Voilà, donc ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille pour Oklahoma City. Maintenant, oui, c'est forcément logique. Et on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner si Haliburton ne s'était pas blessé. C'est terrible parce que ça redistribue déjà les cartes pour la saison prochaine dans la conférence Est où ça va être extrêmement ouvert parce que tu n'auras déjà plus normalement Boston ou Indiana en prétendant réel pour le trophée. Mais pour Oklahoma City, je pense, Chris, qu'on peut dire que ça... Nous, on était sûr qu'Oklahoma City allait gagner depuis le début, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Que je ressorte ton bracket. Non, mais oui. Il est dans ma poche. En cas de vérification dans le bus, je la sors. Non, mais les gens ils étaient en doute. Parce qu'on ne voyait pas l'OKC qui était dominant, qui avait gagné 68 matchs, j'ai déjà dit. Mais où est-ce qu'on joue 7 fois de suite contre une des équipes aussi fortes que vous? Ça n'arrive pas dans la saison régulière. Bah non, donc 5 maximum, on va dire. C'est pour ça que c'est aussi dur que ça, parce qu'arriver au 6e, au 7e, allez, même au 5e match, les tendances, ils sont, tout le monde connaît, tout le monde attend, tout le monde sait, et puis c'est des petits trucs, c'est des petits détails qui comptent. Et dans ce côté, on les attendait, mais on n'était pas encore sûr. On se souvient des playoffs de l'année dernière où OKC était un petit peu favori et finalement avait chuté. Il y avait aussi ces questions autour de Shai Gilgeous-Alexander qui devait affirmer son titre de MVP. Il l'a fait clairement encore hier soir. C'est le premier joueur donc à terminer MVP des finales et meilleur marqueur depuis 2000 et Shaquille O'Neal. Il y en a 2 autres qui l'ont fait, c'est Kareem Abdul-Jabbar et Michael Jordan. Jordan l'a fait 4 fois. Est-ce que maintenant, allez, je la pose la question, est-ce que vous pensez qu'il en est capable d'aller titiller Michael Jordan sur cette performance-là? Il n'a que 26 ans, faut le rappeler. Mais en tout cas, pour les 2-3 prochaines années, sauf blessure, OKC sera, je pense, à chaque fois l'un des 2-3 favoris pour le titre. Après, il y aura les prolongations de contrats à gérer. Ils ne pourront pas forcément garder tout le monde, mais là, sur une fenêtre de 2-3 ans, ils peuvent vraiment conserver ce noyau dur. Jalen Williams, Shai, Chet Holmgren, Caruso, Hartenstein, j'en oublie un ou deux, Cason Wallace aussi. Disons que si tu repars avec ces gars-là...
Caruso, je l'ai dit, ouais. Si tu repars avec ces types-là, voilà, après tu peux avoir des ajustements, peut-être que tu pourras pas garder Isaiah Joe ou des joueurs comme ça, mais ou Aaron Wiggins, mais voilà, je pense que c'est pas les plus importants, mais par contre aller chercher faire 4 fois ce qu'a fait Michael, j'y crois quand même un peu moins. Dans l'NBA actuelle, moderne, ça serait très compliqué. Quand tu vois l'Ouest, comment il est construit, tu te dis, voilà, on a même OKC en équipe, c'est pas sûr qu'ils arrivent en finale. Voilà, il y a tellement de compétiteurs, il y a tellement de monde qui veut la même chose que voilà. On se rend compte comment c'est dur d'arriver au sommet. Denver l'a montré. Boston, tu vois, Boston il y a un an, on disait peut-être une dynastie, et bon, bah là, on ne sait plus du tout où ils en sont. Ça fait donc 7 ans qu'il y a un nouveau vainqueur. Peut-être, comme là, on peut quand même peut-être dire qu'il y a une nouvelle dynastie. Au vu de l'âge, on rappelle que c'est la 2e équipe la plus jeune à remporter un titre NBA avec 25 ans de moyenne d'âge. Ouais. Non, vous y croyez pas. Mais c'est vrai qu'un c'est. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'une blessure, ça. Oui. Moi, je vois surtout le facteur blessure qui pourrait vraiment empêcher OKC de devenir une dynastie, parce que c'est vrai que sinon, tu te dis que oui. Après, une dynastie, ça veut pas dire gagner forcément 4 titres consécutifs. Non, ça veut dire gagner 3 titres sur 5 ans, par exemple. Tu vois, ça déjà pas mal. C'est déjà ça. Je pense que dans la NBA moderne, ça peut ressembler déjà ça à une dynastie, faire un three-peat. Aujourd'hui. Non. Ça arrivera peut-être, je sais pas si ça sera le Thunder, je voudrais juste rappeler que ouais. Non, mais juste un coup de chapeau aussi, on en a pas parlé, mais à Sam Presti, j'ai vérifié quand même juste avant, qui est arrivé en juin 2007 aux Sonics, qui a drafté quelques semaines après Kevin Durant. Un an plus tard, il a drafté Russell Westbrook et James Harden, Ibaka aussi, et puis ensuite voilà, tout ce qu'il a réussi à construire, tout ce qu'il a déconstruit aussi à un moment. Marc Daigneault, qui est arrivé il y a 5 ans, qui a été coach de G-League. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a fait un doublé ou un repeat, Marc Daigneault, je ne suis pas sûr, en G-League non plus, mais c'est aussi, pour moi, c'est vraiment aussi le sacre d'un homme, c'est Sam Presti. On peut dire qu'il a le nez fin. Moi, j'aimerais bien qu'il choisisse mon vin à table. Ça, c'est sûr. Ouais, mais mine de rien, ça a mis du temps à se décanter, tu vois, le vent, parce que tu vois, non, mais sincèrement, tu vois, Sam Presti, ça fait des années qu'on dit que c'est l'un des meilleurs GM de la ligue, et au final, il gagne enfin seulement un titre après 18 ans dans les bureaux. Donc c'est quand même un sacré bazar de gagner un titre NBA, qu'on peut être très bon, avoir plein de bonnes idées, mais donc on est dans un petit marché et qu'on n'a pas Nico Harrison à l'autre bout du fil, c'est plus compliqué de faire des prouesses. Ça devient le petit tacle habituel. Voilà. Et puis il faut rappeler quand même qu'il y a 3 ans, c'était 24 victoires en saison régulière, le Thunder. Donc c'est quand même allé vite sur ces dernières années. Indiana, il y a 2 ans, c'est 35 victoires, je crois, en saison régulière dans la conférence Est. Voilà. Et pour rappeler aussi que l'avenir semble assez radieux quand même, il reste des choix de draft encore du côté du Thunder. Ils en ont 11 d'ici 2031. Donc quand on sait ce que fait Sam Presti avec ses choix de draft, ça annonce quand même du bon. Donc d'accord pour dire que cette victoire, il faut plus l'attribuer d'abord à Sam Presti qu'à Marc Daigneault. Est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot de Marc Daigneault qui a quand même... Ah non, mais c'est pas évident de gérer un groupe talentueux, jeune. Sam Presti met les joueurs sur le terrain et c'est Marc Daigneault qui les gère. Gérer d'une manière équilibre entre les disciplines, le rigueur et le laisser avoir du fun, parce que d'abord le basket c'est du fun, puis on voit comment ils se comportent, c'est des joueurs qui doivent absolument se faire plaisir entre eux, et puis trouver le jeu qui correspond à cette jeune équipe-là. Donc, je pense que Marc Daigneault, oui, effectivement, lui aussi, il a le nez fin, et je trouve que c'est un duo, on sent que Sam Presti a confiance en Marc Daigneault et Marc Daigneault a confiance à Sam Presti. Il y a deux choses qui... Enfin, surtout l'ajout de Caruso et Hartenstein qui est vraiment prépondérant, je pense, dans ce titre. On parlait justement des doutes d'OKC après les playoffs de la saison dernière. Ces 2 ajouts hyper importants. Mais je crois que Sam Presti a d'ailleurs eu le titre de GM de l'année après ces deux recrutements. Marc Daigneault, il a quand même mis en place l'une des
meilleures défenses de l'histoire de l'NBA, je pense. Enfin, ça se voit dans les stats, ça se voit sur le terrain. Et il a une équipe très jeune et en même temps, il est lui-même très jeune. Donc, il a dû faire avec cette jeunesse, mais avec sa propre jeunesse aussi, parce que c'est un coach au final qui a assez peu d'expérience, qui est coach depuis 5 ans en NBA, qui avait été en play-off pour la première ou deuxième fois la saison dernière, je sais plus, ils ont fait demi-finale l'an dernier, je sais plus s'ils avaient fait les playoffs l'année dernière. Du coup, il y a 3 ans, ils étaient à 24. Donc c'est sa deuxième campagne de playoff, quoi. Donc c'est assez incroyable. Quand je dis que Sam Presti a confiance en Mark Daigneault, c'est à cette époque-là qu'il a démontré qu'il avait, il n'a pas fait le switch, il n'a pas fait, vous avez gagné 24 matchs, le projet, il fallait croire dans le projet. Donc, à partir de là, Mark Daigneault, il faisait partie, il avait déjà montré qu'il faisait partie. Et puis ce sens tactique qu'il a de réussir toujours à pianoter avec un effectif très large, de faire jouer beaucoup de joueurs, d'avoir une rotation très large. Souvent on dit qu'en play-off on resserre la rotation, finalement il l'a assez peu fait, Mark Daigneault. Un peu, mais ouais, c'est vrai que sur le match 7, c'est un peu plus concentré. Exemple, hein. Mais sur tous les playoffs, on a vu on a vu Jalen Williams par exemple, qu'on n'a plus vu en finale NBA, qu'on a vu contre Denver défendre sur Nikola Jokic. On a vu plus Kenrich Williams sur les finales. C'est deux profils différents, mais au final, c'est deux joueurs qui sont au même poste. Il a réussi à Isaiah Joe qu'on a vu sur une série, on l'a plus vu après. Aaron Wiggins qui a eu un rôle très important sur certains matchs en sortie de banc. Il se rate rarement quand même, Mark Daigneault, je trouve, dans ses rotations. Il aurait pu, avec le choix de Kyson Wallace, de le faire débuter. Je pense qu'il a fait le choix au bon moment de changer son 5. C'est ça la marque d'un grand entraîneur, c'est de être capable de dire je me suis trompé et de pas mourir avec ses idées. Et de pas mourir avec ses idées. Allô, Tom Thibodeau. Allô, coach. Bah oui, non, mais c'est clair, net et précis. Il s'est trompé. Il a joué avec un jouet qui n'était pas cassé. Et puis il a cassé. Donc à partir de là, il se retourne, il prend 2 pas en arrière, il écoute. À mon avis, on n'est pas un coach à 40 ans aussi fort que ça et qu'on n'écoute personne. Donc, il est sûrement écouté autour de lui. Allez, on va remettre sur le terrain ce qui nous a fait gagner 68 matchs. Et juste pour finir sur Daigneault, c'est dans cette tendance des jeunes coachs qui réussissent en NBA. Il paraît même très vieux par rapport au dernier coach qui avait été champion, Joe Mazzulla, avec 35 ans. Donc, comme quoi, et quand on voit par exemple ce que fait Phoenix dans son choix d'entraîneur, on verra peut-être ce que fait les Knicks. Mais c'est aussi cette nouvelle tendance dont on avait déjà parlé. Il faut des coachs, des player coach, comme on appelle ça, parce qu'il faut qu'ils soient proches de leurs joueurs, parce que l'NBA, le joueur moderne, même ancien, parce qu'il y a pas de milieu, c'est où tu es jeune ou tu es vétéran. Mais pour avoir l'écoute, il faut être près de ces joueurs. Donc il faut communiquer. Puis je pense que c'est probablement le facteur le plus important en dehors de tactique. Savoir s'entourer aussi, il a un staff derrière lui parce on parle souvent du coach, mais il y a les assistants, les entraîneurs personnels de joueurs. C'est vraiment, il y a une armada, il y a une armée mexicaine sur le banc et c'est pas. Et je pense que Mark Daigneault, il a aussi su s'entourer des très très bonnes personnes. Et on verra d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, il y ait des assistants à OKC qui soient très convoités. Parce que la Popovich. Parce que la recette, ou même comme tu vois là, Kenny Atkinson, qui on a cherché ses assistants, Jordan Ott, les meilleurs assistants sont recherchés et du côté d'OKC, il y en a quelques-uns. On a beaucoup parlé du futur donc de ce nouveau champion. On peut peut-être parler quand même de celui des Pacers qui paraît un petit peu plus incertain malgré cette formidable run de play-off. Alors évidemment, il y a cette blessure de Tyrese Haliburton. On ne sait pas trop si elle va être grave ou pas. Elle le semble. Tendon Achille, oui. C'est pas officiel, mais ça risque clairement de l'être. Donc sûrement une saison sans lui la saison prochaine. Il y a quand même évidemment beaucoup de positifs à retirer de cette équipe. Comment vous voyez les choses pour la saison prochaine, messieurs, qui veut commencer ? Chris ?
Oui, écoute, à la force de faire des exploits, Indiana, on les a vus à Paris, et c'est à partir de ce moment-là, le mois de janvier, ça, c'est vrai. qu'ils avaient changé de course, de ligne de conduite. Moi, j'étais impressionné par cette équipe défensivement. Parce qu'on n'a jamais parlé de la défense quand on parlait des Pacers. C'était le premier arrivé à 140, qui gagnait. Mais je trouve que c'est un finaliste très digne. Scrappy, comme on dit. Plein de fights, du talent, mais du talent démocratique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient, chaque soir, ils pouvaient avoir un jour différent. Personne monopolisait le ballon, même ça lançait devant. Voilà, c'est le premier arrivé. Donc, attaque en 5-6 secondes. Donc, voilà. Mais l'avenir de le chemin qu'ils ont pris, parce qu'il y en a... C'est pas sûr, ils ont fini 6e. Quatrième. Donc, voilà, c'est pas sûr qu'ils finissent dans les 4. Parce que... mais en même temps, la conférence Est semble être ouverte pour la saison prochaine. Est-ce qu'il faudra changer des choses dans l'effectif, surtout à la main, du coup, même si TJ McConnell a montré qu'il pouvait tenir la baraque. Nico, qu'est-ce que tu en penses ? Je sais pas, il faudra forcément déjà trouver un meneur de jeu titulaire. Je pense pas que TJ McConnell soit un meneur de jeu pour une équipe titulaire en NBA. Je pense qu'il est excellent en sortie de banc, c'est là son meilleur rôle, qui peut dépanner, mais qu'il va falloir se creuser les méninges quand même du côté d'Indiana. L'avantage, c'est qu'il y a la masse salariale qui est très basse, donc tu auras de la place pour recruter, mais on peut déjà, je pense, éliminer les Pacers de la course au titre la saison prochaine, parce que c'est une symphonie qui va jouer sans son chef d'orchestre, en fait. Ils sont allés au plus haut, là. Tant que Tyrese Haliburton sera parvenu, je vois pas comment les Pacers pourront viser plus haut que ce qu'ils ont fait là. Ça me semble carrément impossible, et du coup, c'est la porte ouverte à Cleveland, à New York, à Orlando la saison prochaine, pour essayer de faire, pas de faire la surprise, parce que je pense que ces 3 équipes-là seront les favoris à l'Est la saison prochaine, sachant que moi, j'élimine d'office Boston sans Tatum et désormais Indiana sans Tyrese Haliburton. Chris, je pense que tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Je pense pas que sans Haliburton, je pense pas que Indiana peut aller aussi loin. Donc, il y a aussi le cas de Miles Turner, qui a complètement été transparent dans ces finales. Voilà, on va dire ça comme ça. Il a fait des petites apparitions. Mais c'était compliqué. Mais c'est compliqué. Donc voilà. Est-ce que tu peux répéter une saison avec Obi Toppin, avec Naismith, avec Nembhard? C'est des compliqué. Bons petits joueurs, mais oui. C'est des bons petits joueurs. Voilà. Vous l'avez tout bien dit. Voilà. Et du coup, il y aura, je pense que c'est ce qui va un peu rythmer l'été d'Indiana, c'est ce contrat de Miles Turner. Est-ce qu'il faudra dépasser la luxury tax ou non pour le garder? Si vous l'avez posé la question il y a 15 jours, c'était oui. Pendant tous les playoffs, on n'a entendu que ça. Mais... Hier soir, c'était plutôt est-ce qu'on va réfléchir? Je pense qu'ils vont le garder. Ils vont le garder parce que Indiana, c'est une franchise. De des bons intérieurs. C'est une franchise familiale. Dit les choses comme ils le sont. Après, lui, il n'est pas obligé de vouloir rester. Ça sera encore autre chose. Parce qu'il est free agent. Il est vraiment free agent. Quoi. Il semble attaché aux Pacers. Après, la saison prochaine, sans Haliburton, il peut aussi se dire que les ambitions vont être moindres et il faut voir ce qu'on peut lui proposer à côté. Je ne sais pas, il y a peut-être des projets plus intéressants pour lui, mais... En tout cas, je pense qu'Indiana va faire... il ne changerait pas de couleur au moins. Indiana va faire le max pour le garder, ça c'est certain. Bon, et bien on va suivre ça. En tout cas, félicitations à ces 2 équipes qui nous ont offert vraiment des belles finales dont on ne s'attendait pas du tout. Et c'est un petit peu à l'image de cette saison et des playoffs
qui auront... Non, pour les amoureux du basket, c'était parfait. Pour les amoureux de stars, ils auraient peut-être souhaité autre chose. Mais non, mais nous, les coachs, on a beaucoup apprécié. Jusqu'au bout, 7 matchs, du beau basket, du basket collectif, des 2 défenses qui se donnaient à cœur joie. C'était magnifique. Bon. On espère que la saison prochaine sera aussi belle. Et vu que l'actualité de la NBA ne s'arrête jamais, eh bien, le même jour qu'un Game 7 des finales NBA, qu'est-ce qu'on apprend ? Un gros blockbuster trade avec Kevin Durant, du coup, qui va rejoindre Houston. Say it again! Kevin Durant va rejoindre les Houston avec Rockets. Plus de joie. Et Chris le disait depuis un moment, il est récompensé et fier, heureux, enfin en tout cas j'imagine. Je le rappelle du coup cet échange, Kevin Durant part aux Rockets contre Jalen Green, Dillon Brooks et le 10e choix de draft 2025 du côté des Suns. Il y a aussi 5 choix du 2e tour. 5e franchise pour Kevin Durant après donc les Sonics et le Thunder, Golden State, Brooklyn, Phoenix. Qu'est-ce qu'on pense du coup ? Alors Chris, tu vas me dire que t'es content. C'est vraiment un joli coup pour toi des Rockets ? Oui, c'est un joli coup parce qu'ils ont besoin, on l'a vu pendant les playoffs, ils sont à 1 ou 2 marches du haut du pyramide. Qu'est-ce qu'il faut pour accéder en haut ? Il faut un joueur, un closer, un joueur Hall of Fame qui a encore des bonnes années. Il a démontré cette année. 37 ans quand même. Oui. Non, mais le fenêtre, il n'est pas grand. C'est pour ça que Houston a fait le choix entre Jalen Green et Kevin Durant. C'est-à-dire que la fenêtre, il est de 2 ans. C'est ça. Il ne pouvait pas. Et Jalen Green, il paye très cher son manque de niveau pendant les séries de Warriors. Face aux Warriors au premier tour. Parce que je pense qu'il pensait passer cette tour-là, mais on a trop vu de différence entre Jalen Green saison régulière et Jalen Green playoff. Donc, il avait fait un match, 38 points, je crois. Oui, il a fait un gros match. Après, c'était peut-être pas ses premiers playoffs, mais il avait besoin aussi d'apprendre. Oui, non, mais ça il est très jeune. À la limite, on attendait que Houston essaye de le garder. Mais bon, ils ont appuyé sur la gâchette parce que c'est maintenant. Ok. On a bien vu justement, comme disait Chris, ce manque criant de points face aux Warriors, surtout en demi-terrain. Kevin Durant, là, c'est une assurance quand même pour les Rockets d'avoir un apport offensif bien plus important la saison prochaine, Nico. Ouais, tant qu'il reste en bonne santé, ça sera déjà, je pense, le meilleur marqueur des Rockets sur le terrain. Moi, je suis assez content que Houston ait appuyé sur le bouton parce que je pense qu'il fallait tenter ce coup et ils l'ont fait. Jalen Green alors il est encore très jeune, c'était ses premiers playoffs, 23 ans. Je pense que ça a pas mal grincé des dents devant les performances de l'arrière pendant les playoffs. Il y avait l'opportunité de faire Kevin Durant, qui va sûrement prolonger en plus dans la foulée à Houston. Là, tu as un shot de 2 ans avec KD. Après, peut-être qu'il partira, peut-être qu'il prendra sa retraite. Et là, tu auras encore un noyau dur avec plein de jeunes joueurs, avec Amen Thompson qui aura progressé, avec Alperen Sengun qui aura progressé. Et potentiellement, tu auras un très bon duo quand Kevin Durant arrêtera dans 2 ans. Donc, ça va suivre la progression logique de ce groupe. Et du côté des Rockets, sur le prochain cycle, tu pourras essayer de réattirer de nouveau une autre star pour ensuite continuer la progression. Et je pense pas que Houston sera... je sais pas, peut-être que Houston sera un candidat au titre, Chris, la saison prochaine, du coup, avec KD. Moi, je pense que... D'après les bookmakers, je pense que Houston, assez haut, vraiment, le vrai niveau de Houston, il va dépendre de la progression d'Amen Thompson, je pense.
dans cette ligue. Il a déjà... Qui montre déjà de très belles choses. Bon niveau, oui. Mais je ne sais pas jusqu'où il peut aller ce joueur. Parce que à la base, c'est un très bon défenseur. Et en fait, on voit qu'en attaque, il progresse à une vitesse impressionnante. Il a de plus en plus de moves de haut panier. Il commence à avoir un bon shoot. Ça va être intéressant de savoir justement les deux, Durant et Thompson, comment ils vont être positionnés sur le terrain. Plus l'un 3, plus l'autre 4. C'est pas compliqué de jouer avec Kevin Durant. Non, mais tu vois, c'est un joueur qui s'adapte parfaitement à ses coéquipiers. Ça, on peut lui faire plein d'empoches avec KD, mais pas celui-là en tout cas. Oui, surtout qu'il est capable de défendre. Donc, on n'a pas besoin de ajuster, de le couvrir. Thompson et Durant sur le terrain, Durant qui joue 4 ou 3, c'est pas très important. Sengun, vous avez le bon poste bas qui va attirer les défenses. T'as Adams, t'as du dureté, t'as Van Fleet, voilà. Donc, le petit Shepard, j'aime bien. On va voir. On l'a pas trop vu là. Oui, mais il a les petits trucs de TJ. C'est intéressant quand même de le dire. Est-ce que du coup, c'est cher payé pour Houston, sachant qu'ils gardent, comme tu dis, donc un peu cette jeunesse avec Rich Shepard, Jabari Smith Jr., qui pouvait être une belle monnaie d'échange. Tyree Eason, Cam Whitmore aussi. Dylan Brooks aussi, qui était important quand même, qui apportait un peu ce côté. Oui, et je pense que Eason peut faire ce qu'il a fait, parce que il est quand même un défenseur d'élite. Thompson est un défenseur d'élite. Durant, il était, mais bon, il sera moins. Cam Whitmore est capable de vous donner ce que vous avez besoin dans l'attaque, en instant offense. Non, ils ont un bon squad. Après, la différence peut-être, c'est que KD, pour le coup, c'est un vrai joueur de demi-terrain, et on voyait en saison régulière que Houston, c'est une équipe qui courait beaucoup. Donc, est-ce qu'au niveau du rythme, ça va changer des choses pour les Rockets? C'est sûr qu'on les jugera sur les playoffs, mais il y aura aussi peut-être une manière de jeu un peu différente pour l'équipe de d'Ime Udoka. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris, mais c'est vrai que je trouve que les Rockets couraient quand même beaucoup, et avec KD, tu vas pas pouvoir non plus cavaler comme ça pendant 82 matchs. Trailer, c'est sûr, tu peux arriver en dernier pour KD et prendre le tir. Non, je suis d'accord. Laisse les jeunes courir devant, j'arrive, ni vu, ni connu, et boum, à 3 points. Mais pas les pieds sur la ligne. Non, ça, c'est vraiment du demi-terrain, parce qu'ils étaient la 22e attaque sur demi-terrain, et c'est clairement ce qui a payé, je trouve, face aux Warriors. Je l'ai noté, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même marrant. Il y a 4 ans, James Harden quittait Houston. Donc, en 4 ans, il y en a des changements quand même. Et Westbrook, Durant et Harden auront donc joué pour Houston au cours de leur carrière. Est-ce que l'un des trois aura rapporté une bague? On laisse le futur parler. Parlons un petit peu maintenant de Phoenix, qui du coup a vu un peu le premier gros transfert depuis l'arrivée de Brian Gregory, du coup le nouveau GM. Alors il y a vraiment une question qui se pose maintenant, savoir est-ce que Jalen Green va rester à Phoenix? D'après les dernières infos des insiders des Suns, il resterait, et donc une question se pose, comment va jouer Damian Hood, du coup le nouveau coach, avec deux arrières qui ont un petit peu le même profil, avec Devin Booker et Jalen Green. Ouais, Booker est plus en shoot, en shoot. Jalen Green est plus en attaque du cercle. Il est en train de me dire que ça peut marcher. Ça peut marcher, donc qui serait à la main, du coup, vraiment à... Oula, ça peut changer. Là c'est problématique déjà si t'as pas de meneur. Non mais attends les garçons, mais on veut des réponses, Chris. Je t'attends autant, Chris, parce que là les deux ensemble. Tout le monde se pose des questions, on veut des réponses. Ça paraît pas complémentaire quand même, Chris. Jalen Green et Devin Booker sur le terrain. Bah si. Okay. Attends, les trades ne sont pas fermés. Ça vient, les free agents, c'est en juillet, je crois. Donc, c'est pas le dernier move fait par Phoenix. Jalen Green pourrait partir. Ou tu parles plus d'un un vrai meneur? Non, un vrai meneur. Okay. Dylan Brooks, il pourrait partir. Je vois pas. On rappelle qu'il y a Bradley Beal aussi dans l'équation. Il va partir. Et ça, c'est sûr. S'il le souhaite. Parce qu'avec son contrat, il peut rester. Ils vont le payer, son contrat.
Il est devenu un cancre. Ça, c'est sûr. Mais c'est même Durant qui est parti, alors que il a préféré partir que d'attendre que Bill parte, je pense, un petit peu aussi, Kevin Durant. Oui, non, mais de toute façon, on a vu que Kevin Durant, au début, il voulait discuter, et puis finalement, quand ils ont essayé de le mettre à droite, à gauche, au centre, il a dit non, c'est moi qui va décider. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on va voir. Non, mais je te dis que Phoenix n'est pas fini au marché. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Apparemment, Phoenix était reparti pour une reconstruction autour de Devin Booker. Est-ce que c'est possible avec Jalen Green? Moi, je comprends pas trop. Je comprends l'intérêt pour Houston de récupérer Kevin Durant. Je comprends pas trop l'intérêt pour Phoenix de récupérer Jalen Green. Sur le même poste, tu as déjà Devin Booker. On a vu que Devin Booker, c'était pas un meneur. Jalen Green, c'est encore moins un meneur de jeu. Bradley Beal, ils vont essayer de s'en séparer coûte que coûte. Ils devront donner peut-être des tours de draft. Enfin, ce qu'il en reste. Des joueurs, ils vont faire le maximum pour qu'ils partent. Mais est-ce que du coup, ça peut marcher avec un meneur de jeu que tu recrutes d'une manière ou d'une autre, plus Booker et Green en même temps sur le terrain? Je trouve ça un peu compliqué. C'est des joueurs en plus qui sont pas très physiques. Enfin, Jalen Green, il est pas très grand. Il peut pas défendre sur des postes 3. Il a déjà du mal à défendre, mais alors il peut pas, tu vois, défendre sur des joueurs trop grands non plus. Donc je comprends pas trop. Après, les insiders qui disent que Phoenix veut le garder, ça peut aussi permettre de faire monter sa cote. Si tu dis tout de suite que tu veux t'en séparer, tu n'en obtiendras pas grand-chose. Donc je pense que c'est un effet de manche. Moi, je ne vois pas Jalen Green rester. Et s'il reste, je pense que c'est une très mauvaise idée de la part de Phoenix de vouloir faire marcher le duo Booker-Jalen Green ensemble. Ils vont peut-être essayer, et puis en cours de saison, on sait qu'il il peut y avoir des trades aussi. On sait déjà que ça ne marchera pas. Enfin, dans la conférence Ouest, qu'est-ce que tu peux viser avec Jalen Green, Devin Booker, Dillon Brooks. Alors le 10e choix de la draft, par contre, pour la prochaine, ça c'est bien. Ça peut leur permettre de recruter à l'intérieur, ils en ont besoin. Exactement. Je ne pense pas que la franchise de Phoenix, je crois qu'ils vont se donner 2-3 ans. 2-3 ans qu'on fructifie. Voilà, il ne peut pas aujourd'hui... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il ne peut pas aujourd'hui dire on va être compétitif pour le titre. Non, il faut reculer pour avancer, remplir les cases. Checkbox, on l'appelle ça. Voilà, pour construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Parce que quand tu regardes en haut, le chemin, il est long. Je suis d'accord avec toi. Mais il va falloir rebouger tout ça. Là, tu récupères un joueur sur le poste où joue déjà ton meilleur joueur. C'est ça. Alors qu'il y a des trous partout. Un alignement encore un peu de stars comme il y a eu. Il y a des trous partout dans l'effectif et la semi-star que tu récupères, il joue au poste de Devin Booker. Je vois pas. Je vois pas dans quel monde ça peut fonctionner. En fait. L'NBA moderne, il y a pas de poste. Tu mets 5 bons joueurs. C'est un peu ce qu'on a dit là avec Durant, Bill et Booker avant, et ça n'a pas du tout marché, je trouve, à Phoenix. Donc, tu compares Bill à Jalen Green? Bradley Beal, c'était quand même pas n'importe quoi quand il arrive à Phoenix. C'était pas n'importe quoi. Quand il était à Washington. Je trouve que c'est une addition de talents, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas de logique. C'est pas très complémentaire, en fait. C'est tout le monde ne peut pas travailler là-dedans. Il va sûrement y avoir du mouvement. C'est ce qu'on veut entendre. Petit bilan quand même, justement, de KD aux Suns. Il va être rapide. Ils auront passé qu'une seule fois un tour de play-off depuis 2023 où il est arrivé. Début de saison était magnifique. Ils ont gagné. Ils étaient à 8-0, je crois. Wow. C'est avant que j'ai même plus le souvenir. Le 3 est tombé. Non, mais c'était une mauvaise idée. Budenholzer ne tenait pas les rênes. Il paraît qu'il y avait Boxon dans le vestiaire. Voilà, donc cette équipe était vouée à l'échec. Et puis une fois qu'ils ont perdu 1, 2, 3, 4 matchs, c'était cuit. Nico? Ouais, effectif déséquilibré, t'avais pas de meneur de jeu, t'avais très peu de présence à l'intérieur. Nurkic était très fatigué ces derniers temps à Phoenix et n'était plus le joueur qu'il était. Ça a été un effectif mal construit dès le départ. Moi, je pense que le duo Durant-Booker
pouvait vraiment fonctionner. Mais ajouter Bill à l'équation, c'était voué à l'échec. Matej Bia a fait n'importe quoi dès qu'il a racheté la franchise. Et j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment calmé parce qu'il a l'air de vouloir avoir autant de pouvoir de décision. Il est propriétaire, mais il fait aussi le boulot de président et de general manager. Et je pense qu'il voudrait presque être coach s'il pouvait. Et joueur. Mais joueur, il a essayé, mais il n'était pas assez bon pour être en NBA. Donc c'est quand même assez bizarre le futur des Suns, surtout dans la conférence Ouest où si t'as pas un effectif XXL, tu peux à peine jouer le play-in. C'est ça la réalité aujourd'hui de la conférence Ouest. Clairement. On peut peut-être donner un dernier petit mot sur les autres perdants. C'est les franchises qui espéraient Kevin Durant et qui ne l'ont pas eu. On peut penser aux Spurs, à Minnesota, à Miami. Tu fais la moue, c'est peut-être pas des perdants du coup. Moi non, je sais. Non, moi je pense que c'est là où je voulais le voir atterrir à Houston, Kevin Durant. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner aux Spurs. C'est vrai que je te cache pas, surtout que je pense que les Spurs auraient pu donner au moins aussi bien à Phoenix. Ils ne voulaient pas se débarrasser du deuxième choix de la draft, je les comprends, mais ils n'ont pas voulu surenchérir. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas voulu surenchérir. Ils estimaient que c'était pas opportun, donc ils en sont restés là. Oui, et puis Kelly, il veut gagner quelque chose dans les 2 années qui suivent. À San Antonio, c'est plutôt projet long terme. KD ne veut pas être compétitif pour les play-in. Il veut pas penser à ça. Il veut aller tout de suite vers le haut. Il va dans une équipe qui a fini 2e dans la saison régulière. Voilà, c'est tout. Et on a envie pour lui que ça se termine bien. Voilà. Il y en a plein qui ont pas envie que ça se termine bien pour Kevin Durant. Non, parce que c'est vrai que quand tu te penches sur les réseaux sociaux, tu vois que Kevin Durant, c'est un joueur qui est vraiment pas aimé par les fans et aux États-Unis et en Europe. Mais comment c'est un joueur qui a beaucoup, notamment à cause de sa communication, c'est un joueur qui a beaucoup de détracteurs. Par contre, pour Houston, mine de rien, le plus dur commence parce que tu étais à 41 victoires il y a un an, tu as fait 52 cette saison, tu n'as pas passé le premier tour. La saison prochaine, ça veut dire qu'il faut au moins viser les 50 victoires et passer 1 voire 2 tours de play-off, sinon ça sera un échec. Les play-offs qui compteront, peut-être qu'ils ne finiront pas 2e comme la saison dernière, mais ce sera les play-offs qui feront foi, je pense, dans tous les cas. Oui, je pense. Et comme lui, il a l'expérience des play-offs, c'est ça qu'il cherchait. De toute façon, maintenant, à lui de montrer qu'il a assez d'essence dans le réservoir pour terminer une saison. On sait il va être d'ici 3 mois, il va perdre son instinct offensif. Donc non, mais j'aime beaucoup ce trade. Ouais, bon. Tu sais, avec Kevin Durant, tu as au moins 25 points par match d'assuré. Ah oui, à très haut 26 points en moyenne cette saison. À très haut pourcentage. Et ensuite, ça va être aux jeunes aussi de faire le boulot en défense. Et à Fred VanVleet de rester jeune parce que il a eu des coups de chaud en play-off, mais c'est aussi, je pense, là où les Rockets peuvent encore s'améliorer, c'est au poste de meneur de jeu parce que Fred VanVleet, il commence à faire son âge et il n'a pas toujours été très adroit, notamment. Justement, c'est dans ce basket demi-terrain que VanVleet il va profiter de la présence de Kevin Durant. C'est fort possible, oui. Follow me. Tout à fait, mais on ne demande que ça parce que les Rockets, c'est un projet ultra excitant quand même en NBA. Avec Ime Udoka qui a re-signé d'ailleurs. Et avec Udoka et Steven Adams qui a prolongé aussi il y a quelques semaines. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, ça lance un été sur le marché des transferts qui risque d'être animé. Voilà, il y a Yanis encore, hein, même si on en parle de moins en moins. On va suivre ça, on essaiera de vous faire suivre ça sur le podcast. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur cette saison. On est toujours aussi content de voir vos retours. Merci à Chris. Thank you. Merci Nico. Merci Baptiste, merci Chris. Et à très bientôt. Salut. Ciao.